Bonjour Laurent Joly. Bonjour Siddhartha. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de l'État contre les Juifs et de la rafle du Veldiv, paru chez Grasset. Et vous publiez aujourd'hui chez le même éditeur une plongée très éclairante sur l'écriture de l'histoire de Vichy et de la Shoah. Le livre a pour titre Le savoir des victimes. Laurent Joly, pourquoi avoir choisi ce prisme, celui des historiens comme Georges Wellers du CDJC, de Léon Poliakov, de Paxton ou encore de Serge Klarsfeld, qui est en couverture du livre? Parce que l'histoire de Vichy et du génocide des Juifs s'est écrite au croisement à la fois du militantisme, de la mémoire, de la justice et de l'histoire. Donc tout s'est entremêlé dès le départ, puisque le point de départ du livre, c'est le procès Pétain. On voit que durant le procès Pétain en 1945, vous avez la défense du maréchal Pétain incarnée par notamment Maître Izorni, qui essaye de mettre en avant des arguments soi-disant historique pour expliquer pourquoi autant de Juifs ont survécu en France. Il dit voilà, certes, beaucoup sont partis, mais le maréchal Pétain en a sauvé beaucoup. C'est la thèse du moindre mal. C'est la thèse du moindre mal, c'est la thèse du bouclier. Le glaive, c'était De Gaulle, le bouclier, c'était Pétain. Et dès le départ, vous avez des gens qui ont compris que c'était mensonger, c'était insupportable. Et Georges Wellers, qui est l'un des premiers historiens du CDJC, du Centre de documentation juive contemporaine, et ça, c'est vraiment l'un des scoops du livre, parce que j'ai découvert cette lettre dans les archives. Il a voulu témoigner au procès Pétain. Et il a renoncé à le faire parce qu'en 1945, c'est difficile. Il revient d'Auschwitz. Il est revenu 2 mois avant d'Auschwitz. Il veut, et il fait une longue lettre qui est déjà à la fois un témoignage et en même temps, c'est déjà de l'histoire. Parce que lui, il sait comment ça s'est passé. Il a été 2 ans à Drancy. Il sait combien de convois sont arrivés. Il sait le drame des enfants séparés de leurs parents. Tout ça, il sait. Et il le met par écrit, en essayant de mettre en relief la responsabilité de Pétain. Donc vous voyez que dès le départ, finalement, l'écriture de l'histoire de Vichy et les Juifs, elle était face à une falsification de l'histoire, et ça a été ça jusqu'à encore récemment jusqu'à nos jours avec Zemmour. Vous voyez, il y a toujours eu ça. Et donc c'est un peu cette généalogie que j'ai voulu écrire, et je crois que c'est assez éclairant effectivement parce qu'on comprend qu'il y a des faux débats qui restent encore sur est-ce que Vichy aurait sauvé les Juifs français. Et ça tient pas. Ça tient pas, et on le voit que dès le départ, on est obligé d'invoquer des faits réels face à ces mensonges. L'écriture de cette histoire, Laurent Joly, c'est longtemps faite à partir des archives des bourreaux. Les documents allemands seront essentiels, notera ainsi Léon Poliakov en juillet 1949. Pourquoi ce postulat historiographique a longtemps dominé? Alors, il a dominé parce que vous avez 2 choses. La première, c'est que la parole du témoin, on voit avec Georges Wellers qui hésite, il n'y aura aucun témoin juif au moment du procès Pétain. Donc on ne se sent pas très à l'aise pour mettre en avant ce qu'on a vécu, parce qu'on se sent un peu pas très écouté, pas très légitime. Et donc l'archive, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et c'est le deuxième élément, c'est qu'il y a une sorte de miracle archivistique au lendemain de la guerre. C'est que le CDJC, donc on le sait, né dans la clandestinité en 1943 pour documenter la persécution des Juifs, s'installe à Paris en 1945 et rue de Téhéran, je crois effectivement. Alors, il va déménager. Maintenant, il est rue Geoffroy-Lanier depuis plus de 70 ans. Mais bon, voilà, cette petite équipe autour d'Isaac Schneerson et de Léon Poliakov, qui sont connus dans la résistance à Grenoble, ils vont démarcher les administrations. Et Léon Poliakov arrive rue des Saussaies et il a accès. On lui dit là, il y a des archives, et c'est les archives de la Gestapo. C'est les archives des affaires juives de la Gestapo. Donc c'est extraordinaire. Il y a très peu d'archives des affaires juives de la Gestapo qui ont été conservées en Europe. Eichmann, il a fait détruire toutes les traces. Mais en France, c'est là, dans une grande malle, rue des Saussaies. Et 1 an plus tard, Isaac Schneerson prend contact avec le service de restitution des biens spoliés et dit « Est-ce que je pourrais voir ce que vous avez ?» Et le responsable du service de restitution des biens spoliés, il a les archives du commissariat aux questions juives, il s'occupe de faire de la restitution, et puis il y a plein d'archives qui ne servent pas à la restitution. C'est l'équivalent d'à peu près 1000 cartons d'archives. Et Poliakov et Joseph Billig, historien, qui va devenir l'un des grands historiens, et puis 2-3 autres chercheurs vont là et ils vont dépouiller pendant des mois. Donc vous vous rendez compte, quand vous avez de tels trésors d'archives, forcément vous allez encore plus mettre en avant une vision positiviste de faire de l'histoire en disant c'est les archives qui permettent d'écrire l'histoire. Ils ne sont pas complètement dominants. Vous avez plein d'instituts historiques juifs qui existent en Europe, et notamment les Polonais. Ils disent attendez, mais les archives des bourreaux, c'est pas fiable, c'est la parole des victimes, et puis on devrait écrire cette histoire avec notre langue, en yiddish. Enfin bref,
La Ça a mis position du temps à française, s'imposer, cette écoute, cette prise de conscience aussi de la parole des victimes. mais oui, parce que effectivement, ces chercheurs-là, ils décident de faire des premiers travaux. Et ce qui est assez frappant quand on lit ces premiers travaux, c'est qu'il y a une dissociation entre des témoignages. Donc Georges Wellers a publié son témoignage, et à part ça, il y en a très peu. Et le CDJC publie que des livres d'histoire, comme si la parole des témoins. En fait, c'est vraiment à la fin des années 60. La première rupture, c'est évidemment le procès Eichmann, Mhm. où Georges Wellers, et ça c'est très émouvant de voir ce que Georges Wellers, qui ne peut pas parler en 45, parle en 61 à Jérusalem. Ça, c'est vraiment l'un des moments émouvants de voir cet homme qui n'a pas pu s'exprimer en 45 et qui peut enfin dire ce qu'il a sur le cœur. Et c'est très important, hein, le témoignage de Wellers à Jérusalem. Ça a été un grand moment, très émouvant du procès Eichmann. Donc il y a ce basculement-là. Et puis les premiers travaux des historiens qui vont commencer à s'appuyer sur les témoins, c'est 67. Là, c'est un vrai basculement. Je considère que c'est un basculement de l'historiographie en France. C'est le livre de Claude Lévy et Paul Tillard sur la rafle du Veldiv. Là, pour la première fois, vous avez un livre qui est fondé avant tout sur la parole des témoins. Ce n'était pas tout à fait la position du CDJC. On voit que c'est une autre manière de faire de l'histoire à ce moment-là. Le statut de la vérité est fragile, écrivez-vous en conclusion, Laurent Joly. Dans quelle mesure la remise en cause de cette vérité historique, qui peut forcément, évidemment, évoluer en fonction de la découverte de nouvelles archives, peut être le corollaire d'évolution des équilibres politiques d'un pays? Vous rapportez dans l'épilogue, là aussi, que même le Rassemblement national s'est finalement plié à ce que Zemmour a qualifié de doxa en référence à la thèse de Paxton. Oui, comment vous faites pour concilier, et c'est légitime de se poser la question, la vérité historique, et cette vérité historique, elle est gênante par rapport à l'honneur national. Comment vous faites pour concilier ces deux? Et Serge Klarsfeld, dans le sillage d'Isaac Schneerson, Isaac Schneerson est vraiment le premier à dire, voilà, vous avez, alors à l'époque, il pensait que c'était un tiers des Juifs qui avaient été déportés, les 2 tiers qui avaient survécu. Bon, les chiffres, on le sait, ont été établis au fur et à mesure. Et Klarsfeld dit, 1/4 des Juifs ont été déportés à cause de Vichy, et les 3/4 autres ont été sauvés grâce à la population française. Donc vous voyez qu'on peut concilier vérité historique et honneur national, ce qui fait que le Rassemblement national aujourd'hui, qui aspire à rassembler le plus grand nombre, s'est dit, tiens, là, on a peut-être un moyen de récupérer la mémoire juive et de rompre avec cette lecture traditionnelle de l'extrême droite qui était de défendre Pétain. Parce que l'extrême droite a toujours défendu Pétain jusqu'à Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour. Et avant eux, d'autres ça faisait partie de l'ADN de l'extrême droite. Donc vous voyez que pour rompre avec ça, tout en restant dans une lecture qui soit valorisante pour la société française, on voit que certains membres du Rassemblement national ont fondu sur la thèse de Serge Klarsfeld. Le révisionnisme, qui est un terme dont vous rappelez d'ailleurs l'origine dans le livre, va connaître une première poussée après la mort de Pétain en juillet 51. C'est un moment aussi de forte agitation antisémite. Mais dans ces premières années 50, il y a 2 noms qui vont servir de caution et d'appui aux thèses révisionnistes. Le colonel Rémy, d'abord avec un article paru en 50, puis en 54 le livre de Robert Aron. Pourquoi ce sont 2 moments là aussi charnières dans la manière dont l'histoire de Vichy s'est écrite en France? C'est un moment charnière, vous avez raison de le dire, parce qu'à ce moment-là, va s'imposer une lecture pacifiante. C'est-à-dire qu'au sortir de la guerre, on a la résistance, on a l'épuration, donc c'est violent, les affrontements. On ne parle pas trop des Juifs, mais on en parle quand même un petit peu. Il y a des procès, mais ça ne domine pas. Mais la lecture pétainiste, personne n'y prête, ne lui donne du crédit. Mais vous avez les lois d'amnistie et puis vous avez l'anticommunisme qui s'installe parce que le Parti communiste quitte le gouvernement en 47. Donc ça impose une sorte de lecture pacifiante. On dit d'un côté, c'est vrai, Vichy, c'est pas bien, c'est vrai, ils ont déporté les Juifs, mais de l'autre côté, d'un point de vue arithmétique, ils ont quand même sauvé la majorité. Donc cette vision-là, qui était celle qu'Izorni défendait au procès Pétain, s'impose. Et vous avez, c'est ça qui domine jusqu'à la fin des années 60. C'est ça qui domine dans les manuels scolaires, c'est ça qui domine dans les grandes revues d'histoire, c'est ça qui domine dans les livres que vous lisez, que vous avez encore dans la bibliothèque de vos parents, de vos grands-parents, Decaux, Castelot, Henri Amouroux, tout ça domine.
Et puis, il va y avoir ce changement, ça c'est assez connu, hein. Le chagrin et la pitié, Paxton. Alors Mais sur ce qui était... sur ce film, Le chagrin et la pitié, il nous reste très peu de temps, donc il est sorti au cinéma en 71, il n'est pas diffusé à la télévision, il va Tout à fait. susciter une énorme controverse. Et ce qui est intéressant, c'est que le film est considéré comme une insulte au peuple français, à la résistance, comme si, je reviens là au début de votre livre, lorsque vous expliquez qu'il y a progressivement une idée un peu binaire qui s'installe. D'un côté, les méchants, les autorités, et de l'autre, le peuple français, que l'on présente, je cite là la revue Le Monde Juif, comme un peuple de juste qui s'est levé en sauveur des vies humaines et a sauvé les principes au nord de la France. Oui, mais c'est pas ce que dit le chagrin et la pitié. Et donc c'est pour ça que le chagrin et la pitié ne peut pas faire consensus comme la thèse de Klarsfeld. Vous voyez, il y a un côté, on gratte un peu l'opinion C'est aussi publique. le travail de l'historien. Et tout à fait. Et 71, c'est un moment de bascule, effectivement, qui va amener à établir malgré tout un consensus, parce que la vérité historique est là. On voit que Claude Lévy témoigne dans le film, mais par rapport à l'opinion publique, on n'a pas encore les connaissances que Klarsfeld va amener, d'autres chercheurs après lui. Donc on va arriver à une vision nuancée qui va permettre un véritable consensus. Et puis ce point final réel avec le discours de Chirac en 95 et le procès Papon, qui est enfin la condamnation d'un technocrate de Vichy 97-98. Et mon livre se termine un peu avec ce double moment-là. Et on citera également les travaux de l'historien Henri Rousseau sur lesquels vous revenez. Merci beaucoup Laurent Joly d'avoir été avec nous. Je conseille très vivement la lecture de votre livre Le savoir des victimes, comment on a écrit l'histoire de Vichy et du génocide des Juifs de 1945 à nos jours. C'est publié aux éditions Grâce et bon après-midi. Merci, bon après-midi.